I think the one I enjoyed reading more than anything else. My husband, he does it really. He can do all the voices. Je me souviens précisément du moment où j'ai senti que quelque chose avait changé au sein de la monarchie britannique, non pas par un événement dramatique, mais par un silence. Un silence si dense et si chargé qu'il était presque palpable. Tandis qu'à l'extérieur de Londres s'enfonçait dans la brume de novembre, il semblait qu'une tempête silencieuse se déchaînait lentement entre les murs de Buckingham Palace. Parfois, j'ai appris que le pouvoir se révèle non par ce qui se passe, mais par ce qui ne se passe pas. Et à cette époque, j'ai senti que l'un des moments les plus calmes de la monarchie moderne était aussi l'un des plus explosifs. La rupture qui allait suivre a commencé non par un cri, mais par un murmure que personne n'osait prononcer à voix haute. Ce soir-là, je me trouvais devant le palais sur les pavés mouillés, bercé par le bruissement des parapluies lorsque le communiqué parut. Il était 18h05 lorsque le service de presse du palais confirma que la reine Camilla se retirait de ses fonctions publiques privées. Les mots étaient soigneusement pesés dans ce ton royal si caractéristique qui dissimule toujours plus qu'il ne révèle. Mais même sans explication, je sentis immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un simple changement administratif, mais d'un avertissement, d'une limite, peut-être même d'un verdict. Dès que je lus le message, je sus que derrière ces phrases impeccables se cachaient dans des mois, voire des années de tension. Ce qui m'a le plus frappé ce soir-là, ce n'était pas le contenu de la déclaration, mais l'atmosphère qui l'entourait. L'air semblait plus lourd, le palais plus sombre. Les journalistes échangeaient des regards comme s'ils avaient manqué un signal. Comme si la rupture entre le roi et la reine ne s'était pas formée soudainement, mais avait grandi lentement, presque imperceptiblement, telle une fissure dans un verre qui ne se révèle que sous les rayons du soleil. J'ai senti que cette petite brèche dans la façade trahissait une histoire plus profonde, une histoire non pas de culpabilité ou de scandale, mais de pouvoir de loyauté et du fragile équilibre au sein d'une institution qui aime se présenter comme éternelle et immuable. Tandis que je restais là, je me demandais depuis combien de temps cette tension couvait. Les mois précédents avaient été emplis de murmures, des rumeurs sur l'emprise grandissante de Camilla, sur les décisions internes, sur la disparition progressive de ses conseillers, sur une machine royale dont le centre de gravité se déplaçait lentement vers elle, plutôt que vers le roi. Mais la version officielle des faits restait immuable, harmonie, continuité, coopération. Bien sûr, chacun savait que ces récits reposaient sur des rituels et non sur la réalité. Quand le silence s'accumule, il devient un langage à part entière. Je l'ai constaté lors de la fête du souvenir, 4 jours avant la déclaration, lorsque Camilla se tenait aux côtés de Charles. Son sourire était maîtrisé, sa posture parfaitement adaptée à la cérémonie. Mais le regard du roi, ce regard subtilement distant, montrait que les limites avaient été franchies. Non pas publiquement, non pas explicitement, mais de façon palpable. Et j'ai pressenti déjà à cet instant que ce moment resterait gravé dans l'histoire, non pas pour ce qui a été dit, mais pour ce qui n'a pas été dit. Comme c'est si souvent le cas dans les monarchies, le pouvoir ne se perd pas d'un coup, mais par un léger déplacement de chaise, un changement subtil de protocole, un mot de moins, un regard de plus. Dès l'accession de Charles au trône, Camilla s'était hissée au rang de figure centrale inattendue. Elle avait appris à jouer le jeu lentement, prudemment, discrètement. Mais c'était précisément cette discrétion qui rendait le pouvoir dangereux. Tandis que le public ne voyait qu'une épouse bienveillante, des sources internes décrivaient l'émergence d'une cour parallèle, un cercle de confidents autour de la reine, où même Charles apparaissait parfois comme un invité plutôt que comme un monarque. Ce qui avait commencé comme un rôle de soutien semblait s'être transformé en un pouvoir qui dépassait le cadre cérémoniel. Et pourtant, ce soir-là, lorsque le palais confirma son retrait, je ne ressentis ni triomphe ni ressentiment. Je ressentis avant tout la gravité d'un système qui devait se réparer avant de s'effondrer. La monarchie n'a jamais été intouchable, même si on le répète sans cesse. Elle survit grâce à un principe, la maîtrise du récit. Ce qui se produisit ce soir-là n'était rien de moins que la reconquête de ce récit par Charles et William, un père et un fils qui ne laissaient plus les frontières au sein du palais s'estomper. Mais même en prenant conscience de cela, je me demandais jusqu'où l'influence de Camilla avait-elle réellement grandi. S'agissait-il d'une simple correction ou d'une rupture historique ? Et plus important encore, peut-être pourquoi la monarchie choisissait-elle d'intervenir seulement maintenant ? Ces questions me hantaient tandis que je quittais le palais entouré de journalistes qui spéculaient plus qu'ils n'en savaient. Ce que je ne pouvais imaginer alors, c'est que les événements qui avaient conduit à cette situation étaient bien plus profonds qu'un simple changement administratif ou une erreur personnelle. J'allais découvrir plus tard une histoire d'ambition qui s'était enracinée avec prudence de frontières, qui s'était estompée sans que personne n'ose le dire, et d'une famille royale qui avait finalement dû choisir entre la paix en apparence et l'intégrité qui la caractérisait. Les jours suivants, je me suis enfoncé toujours plus profondément dans le drame silencieux qui se jouait derrière les murs du palais. Mais ce premier soir, ce premier silence, cette première fissure, tout cela reste gravé dans ma mémoire.
Car parfois ce n'est pas la fissure qui révèle ce qui a mal tourné, mais le moment où le silence devient trop lourd pour être ignoré plus longtemps. Et en contemplant ce palais obscur, j'ai su une chose avec certitude, ce n'était pas une fin, mais un commencement. Le commencement d'une histoire qui parlait bien moins de scandale que du prix du pouvoir. Vous vous demandez peut-être tout cela aurait-il pu être évité si quelqu'un était intervenu plus tôt, et le silence qui entoure le pouvoir n'est-il pas parfois précisément ce qu'il y a de plus dangereux ? Dès l'accession de Charles au trône, j'ai perçu un changement progressif dans la dynamique du palais. Au départ, Camilla semblait simplement apporter le calme, un contrepoint équilibré à un roi aux prises, avec les immenses pressions de son nouveau rôle. Mais plus j'observais les détails, plus je réalisais que son influence grandissait d'une manière que tous ne percevaient pas immédiatement. Il ne s'agissait pas d'une prise de pouvoir au sens traditionnel du terme. C'était plus subtil, plus raffiné, presque imperceptible pour ceux qui ignoraient les rouages de la monarchie. Et c'est là que résidait sa force, mais aussi en fin de compte sa faiblesse. L'image publique de Camilla s'était soigneusement construite au fil des années dans un relatif secret. Elle avait surmonté les épreuves du passé et semblait enfin obtenir la reconnaissance qui lui avait été refusée pendant des années. Lorsqu'elle lança l'initiative de la salle de lecture de la reine, elle fut saluée comme une championne de la littérature et de la culture, une reine chaleureuse et accessible. Mais derrière ce charme public se dévoilait un monde intérieur au sein duquel elle tissait son propre réseau d'influence. Ce qui avait commencé comme un cercle informel de connaissances s'est peu à peu transformé en une sorte de conseil consultatif influençant les décisions au-delà du simple cérémonial. J'entendais de plus en plus parler du cercle fidèle, une expression d'abord employée sur le ton de la plaisanterie, mais qui au final prenait une tournure bien plus inquiétante. 3 confidents, un ancien journaliste, un stratège politique à la retraite et un ami de la famille, formaient un triumvirat invisible qui discrètement influençait le traitement des dossiers, la modification des discours et la planification stratégique des apparitions publiques. Bien sûr, une équipe officielle existait toujours, mais de plus en plus de documents transitaient d'abord par le bureau privé de Camilla avant d'atteindre le reste de l'organisation. Je me suis souvent demandé à quel moment précis ce changement avait commencé. Peut-être durant les premiers mois du règne de Charles, lorsque sa santé l'obligea à adopter un rythme plus tranquille. Peut-être lorsque Camilla commença à assister davantage aux réceptions à sa place et que l'on apprécia son style empreint de calme et d'efficacité. Ou peut-être bien plus tôt lorsqu'elle comprit qu'un trône n'avait pas forcément besoin d'une couronne pour exercer son pouvoir. Et pourtant, à ce stade, personne n'y voyait une menace. Pas même moi. Cela paraissait logique, une reine soutenant son époux, assurant la continuité, prenant en charge les tâches lorsque c'était possible. Mais le pouvoir n'est jamais dangereux en soi. Il ne le devient que lorsqu'il s'accumule couche après couche jusqu'à devenir insupportable. J'ai perçu les signes avant-coureurs lorsque les protocoles ont subtilement évolué à un ordre différent dans les documents cérémoniels, une modification de la structure des consultations internes, un conseiller qui consultait désormais directement Camilla au lieu du roi. Cela devint flagrant surtout à l'automne 2024. Clarence House, autrefois résidence de représentation, se transforma en un centre névralgique d'influence. Les réunions en petits comités auparavant rares devinrent hebdomadaires. Des piles de documents disparaissaient par des entrées dérobées. La cour suivait de plus en plus ses propres préférences et non celles de Charles. Ce qui me surprit peut-être encore davantage, c'est que personne ne put relever la moindre erreur de procédure. Tout se déroulait dans les limites de ce qu'un conjoint pouvait faire, mais n'était pas censé faire. Et pourtant, à vrai dire, je comprenais pourquoi on la suivait. Camilla possédait quelque chose de rare dans le monde royal, elle savait vous faire sentir écouter que votre opinion comptait. Elle avait le don de persuader par le murmure. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec chaleur et une modestie apparente comme si tout n'avait d'autre but que d'aider le roi. Et peut-être que cela a commencé ainsi. Mais je le soupçonne, la frontière entre aider et guider s'est peu à peu estompée. Entre-temps, Guillaume et Catherine constataient des changements, mais ils privilégiaient la diplomatie. Leur rôle exigeait patience et constance, et ils savaient que les critiques ouvertes ne feraient qu'attiser les divisions. Pourtant, j'ai appris de plusieurs sources à la cour que Catherine en particulier était inquiète. Non pas par méfiance envers Camilla, mais parce qu'elle observait comment la perception du pouvoir se modifie avant même que les individus n'en prennent conscience. Elle avait compris une chose fondamentale. Le pouvoir invisible mais efficace est la forme de pouvoir la plus dangereuse qui soit. C'est la princesse Anne qui a tiré la première l'alerte. Elle connaît la famille royale mieux que quiconque et perçoit les changements de pouvoir plus rapidement que les autres. Dans une remarque rare et spontanée, elle a un jour déclaré que l'histoire est pleine de tribunaux dans le tribunal. Des tribunaux parallèles qui se développent dans la clandestinité, souvent dirigés par des personnes qui ne se considèrent jamais comme une menace. Quand j'ai entendu cela, j'ai compris que ce changement n'était pas seulement perçu par le personnel en quête de commérage. Pourtant, en apparence, tout restait calme. Pas de scandale, pas de révélations explosives, pas de fuite susceptible d'ébranler la monarchie.
Au contraire, dans les médias, Camilla apparaissait de plus en plus comme « la main ferme derrière la couronne », un titre que certains trouvaient flatteur mais qui me faisait frémir. Car lorsqu'une personne qui ne porte pas de couronne est perçue comme un centre de pouvoir, l'équilibre même d'une institution séculaire est en jeu. Durant ces mois, j'ai commencé à me demander si l'expansion de son influence pouvait encore être freinée ou si l'appareil qui l'entourait était devenu trop rigide. On ne peut pas simplement réformer une monarchie. Beaucoup de choses se passent implicitement, cérémonieusement, invisiblement. Mais lorsqu'une personne extérieure à la hiérarchie traditionnelle devient, sans le savoir, la pièce maîtresse, un système entièrement fondé sur le symbolisme commence à vaciller. Le fondement n'est plus la couronne, mais l'ombre qui la entoure. La question que je me posais alors, et à laquelle je n'avais toujours pas répondu, était la suivante. Camilla avait-elle délibérément orchestré cette situation, ou son influence s'était-elle simplement accrue, parce que d'autres lui laissaient une marge de manœuvre? Dans les jeux de pouvoir, la frontière entre intention et circonstance est toujours floue, et c'est précisément ce qui rendait la situation si dangereuse. Car un système reposant sur des règles non écrites ne peut fonctionner dès lors que quelqu'un commence à en manipuler les limites. C'est peut-être là la plus grande leçon que j'ai apprise durant cette période, le pouvoir n'a pas besoin d'être bruyant pour tout changer. Parfois il est discret, courtois et empreint de bienveillance. Et c'est précisément là qu'il est le plus efficace. Je n'ai alors pu m'empêcher de me demander quelle influence une personne devrait-elle réellement avoir dans un système censé être au-dessus des individus. Dès les premiers signes de dysfonctionnement, j'ai su que l'équilibre au sein de l'appareil royal était dangereusement fragile. Ce n'était ni un scandale, ni une crise majeure, rien qui aurait justifié de faire la une. Mais c'est là que résidait la menace suffisamment infime pour être ignorée mais assez importante pour révéler un schéma récurrent. Et en observant la situation, j'ai compris que certains effondrements ne commencent pas par un coup de tonnerre mais par une fissure négligée trop longtemps. Tout a commencé par une anomalie administrative au sein des collections royales, un détail qui en temps normal est immédiatement réglé par les équipes de conservation interne. Un artefact temporairement introuvable, ni un joyau de la couronne, ni un objet d'une valeur inestimable, mais un objet relevant de la confiance personnelle du roi. Conformément au protocole, le conservateur en chef était censé enquêter discrètement et en informer le secrétaire particulier. Mais cela ne s'est pas produit. À ma grande surprise, et plus encore à celle de nombreux membres du palais, l'affaire a été soudainement prise en charge par le cabinet privé de Camilla. Une note de service a suivi mesurée et froide. Sa Majesté examinera personnellement cette question. Cette phrase m'est restée en tête, non pas parce qu'elle était dramatique, mais parce qu'elle me semblait fondamentalement injuste. Le prince héritier n'était jamais intervenu directement dans la gestion du patrimoine. Ce domaine appartient au monarque, non à son épouse. Pourtant, j'avais l'impression que tout le monde gardait le silence comme si l'on espérait un cas isolé, une simple maladresse. Mais dans un monde où chaque action est symbolique, chaque changement a une portée plus profonde qu'il n'y paraît. Je me souviens encore de la réaction surprise du personnel. Certains murmuraient que Camilla voulait simplement agir avec efficacité, alléger le fardeau du roi. D'autres y voyaient un signe supplémentaire que son cabinet s'arrogeait des tâches qui dépassaient ses fonctions. Et je ressentais une tension palpable, une tension que je reconnaissais trop bien héritée de précédents épisodes historiques lorsque la reine consort commence à s'investir au-delà des capacités de l'institution. La situation s'est envenimée lorsqu'il est apparu que l'équipe de Camilla avait organisé une consultation externe avec un courtier indépendant d'Anvers sans en informer les services officiels du palais. Quelques semaines plus tard, lorsque l'information a fuité, jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir, les doutes ont commencé à se faire jour. Il ne s'agissait plus d'un artefact disparu, mais de savoir qui avait le droit d'agir, de décider de rectifier la situation. La question que tout le monde se posait, mais que personne n'osait formuler à voix haute, était simple: depuis combien de temps cela dure-t-il? Et est-ce la première fois que les procédures sont contournées, ou est-ce simplement la première fois que cela devient visible? Ce que j'ai commencé à percevoir à ce moment-là m'a effrayé. Au sein de chaque monarchie, il existe des règles non écrites. Non pas qu'elles ne puissent être consignées par écrit, mais parce qu'elles ne peuvent exister que si chacun les respecte volontairement. Ces règles constituent le fondement de l'ordre. Or, il semblait que quelqu'un ait découvert à quel point ces fondements étaient en réalité fragiles. Et une fois découverts, il est difficile de revenir en arrière. Lorsque des documents internes mentionnant la supervision par Sa Majesté de la gestion des cérémonies ont fait surface en octobre, j'ai su que nous atteignions un point critique. Les termes semblaient anodins en apparence, mais au sein du palais, ils résonnaient presque comme une révolution. C'était la première fois que je voyais noir sur blanc que le rôle de Camilla avait été officiellement étendu à un domaine traditionnellement réservé au roi. Il était clair que cela ne faisait pas l'unanimité. La princesse Anne, toujours incisive et inflexible, posa lors d'une réunion du conseil la question que personne d'autre n'osait poser: pourquoi ce document provient-il du bureau de la reine et non de celui du roi? C'était une question simple, mais elle dissipa le malaise latent qui couvait depuis longtemps.
Le silence qui suivit en dit plus long que 1000 réponses. J'ai commencé à comprendre que ce n'étaient pas seulement les documents qui changeaient, mais aussi les allégeances. Certains membres du personnel consultaient désormais les conseillers de Camilla avant ceux du roi. Certaines décisions protocolaires n'étaient plus prises par le secrétaire particulier, mais par un membre du personnel de Clarence House. Autrefois, en cas de désaccord, on s'adressait à Charles. Désormais, on s'adressait à Camilla. De tels changements sont plus dangereux que toute répartition formelle du pouvoir, car le pouvoir formel peut être contrôlé. Le pouvoir informel, lui, ne l'est pas. Mais le plus troublant était que Charles lui-même semblait ignorer l'ampleur de la situation. Sa santé exigeait repos et stabilité, aussi ses journées étaient-elles soigneusement rythmées par les avis médicaux. Il dépendait entièrement de Camilla pour combler les vides. Et je comprends pourquoi elle lui apportait paix, structure et soutien. Mais ce soutien devint lui-même une structure et cette structure commença à poursuivre ses propres intérêts. Semaine après semaine, j'avais l'impression que la monarchie s'éloignait un peu plus de son équilibre traditionnel. Non pas par malveillance, mais précisément parce que les intentions étaient peut-être bonnes. Or, les bonnes intentions peuvent être tout aussi destructrices que les mauvaises lorsqu'elles ne tiennent pas compte des limites qui dépassent le cadre individuel. Les médias ont commencé à le remarquer eux aussi. En octobre, des commentaires subtils ont fait leur apparition qualifiant Camilla de « force stabilisatrice ». Les journalistes ont noté que son ton et son comportement devenaient de plus en plus perceptibles lors de ses apparitions publiques, comme si elle se préparait lentement à un rôle plus important. Il ne s'agissait pas d'attaque, mais plutôt d'admiration. Or, derrière l'admiration se cache toujours le danger d'une perception changeante, et la perception est l'essence même du pouvoir au sein d'une monarchie. À ce moment-là, j'ai commencé à me demander si l'on pouvait facilement arrêter cela. Et si c'était impossible, que se passerait-il alors? Que se passe-t-il lorsqu'une institution entièrement basée sur le symbolisme et les rouages s'aperçoit soudain qu'un seul symbole commence à se dérégler? C'est peut-être pour cela que les premières fissures étaient si inquiétantes, non pas parce qu'elles allaient entraîner un effondrement immédiat, mais parce que personne ne savait exactement combien de fissures existaient déjà. Était-ce un accident? Un malentendu ou le premier écho visible d'une influence qui avait pris une ampleur bien plus grande que quiconque aurait pu l'imaginer? Le Festival du Souvenir le 8 novembre a finalement été le moment où tout est devenu évident. Pour le public, pour le palais et peut-être surtout pour moi. 4 jours après ce premier moment poignant de silence à Buckingham Palace, j'ai compris pourquoi cette déclaration résonnait comme l'aboutissement d'une longue lutte. Le festival Gale a été le catalyseur, la scène où l'influence grandissante de Camilla n'est plus restée dans l'ombre mais a brillé de 1000 feux sous les projecteurs du Royal Albert Hall. Et j'ai été témoin de la façon dont cette visibilité a non seulement transformé Camilla elle-même, mais a aussi ébranlé tout le système royal jusque dans ses fondements. Je me souviens de la bruine londonienne qui tombait en fines rayées sur les rues, tandis que le cortège royal se rassemblait à l'entrée. L'atmosphère était lourde comme si la ville elle-même pressentait que ce jour était bien plus qu'une simple cérémonie. De l'extérieur, tout semblait normal, la garde d'honneur, les orchestres, les coquelicots au revers des vestes, la dignité discrète qui caractérisait toujours cette journée. Mais au fond de moi, je savais que ce serait un moment où le monde entreverrait les rapports de force soigneusement dissimulés jusque-là. Camilla apparut aux côtés du roi dans une posture calme et assurée. Elle portait une cape sombre qui ondulait à chacun de ses pas et son regard était concentré presque stratégique. Elle tenait le bras de Charles mais son geste ressemblait moins à un soutien qu'à une guidance. Non que le roi eût besoin d'aide physique, mais c'était comme si Camilla donnait consciemment le ton. Comme si chaque mouvement, chaque geste jouait un rôle dans une mise en scène qu'elle avait elle-même créée. Et une fois à l'intérieur, j'ai vu le changement se produire, une modification subtile mais nette de l'attention. Alors que le public se tournait toujours d'abord vers la monarque, cette fois-ci, les caméras s'attardèrent un peu plus sur Camilla. Son visage était placé au centre de la scène, sa posture illuminée par une lumière soigneusement calculée provenant du dôme de verre. Je ne savais pas si c'était un hasard ou le fruit des préparatifs dont j'avais entendu parler quelques jours auparavant, mais ce dont j'étais sûr, c'est que cela fonctionnait. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que Camilla n'était plus celle qu'elle avait été pendant des années, la partenaire attentionnée et légèrement réservée. Elle se tenait là tel un pilier, un point d'ancrage, comme quelqu'un qui savait exactement où se placer pour être vu. Tandis que les hymnes résonnaient dans la grande salle et que le silence national s'installait, elle inclina la tête avec précision de sorte que sa silhouette dominait le cadre. C'était presque comme si elle s'était réinventée en incarnation de la stabilité, une qualité qui d'ordinaire qui appartient sans conteste à la monarque elle-même. Mais ce sont les yeux de Charles qui ont tout trahi. Ni colère ni peur, mais distance. Une distance non pas hostile mais lasse. Comme s'il prenait conscience d'avoir été relégué au second plan lors de sa propre cérémonie. Ayant suivi cette famille pendant des années, j'ai reconnu ces signes. Le roi n'avait pas le sentiment de perdre le contrôle, mais de l'avoir déjà perdu, doucement, progressivement, sans même s'en rendre compte. Lorsque les images parurent, le lendemain matin, mes soupçons se confirmèrent.
La plupart des journaux firent la une avec Camilla et non avec Charles. Des titres comme « Camilla stabilise la couronne » et « La reine incarne le calme royal en période d'incertitude » inondèrent les sites d'information. Le ton était admiratif, mais la réalité sous-jacente était bien plus complexe. Lorsqu'un conjoint réclame l'attention normalement réservée au monarque, la hiérarchie est mise à mal. Au sein du palais, la réaction fut vive. La princesse Anne d'ordinaire, la plus calme de la famille royale, était visiblement bouleversée. Pour elle, la fête était sacrée, un moment d'unité nationale et non une subtile démonstration de pouvoir. Les mots que j'entendis résonnèrent dans les couloirs. Ce n'est pas ce que mère a construit, ce n'est pas de la servilité, c'est du théâtre. Ce qui m'a frappé, c'est que ces mots n'étaient pas empreints de jalousie mais d'inquiétude pour l'institution qui comptait tant à ses yeux. Elle voyait ce que le reste du monde voyait désormais, le rôle de Camilla avait clairement outrepassé ses limites traditionnelles. Ce qui avait commencé comme un soutien s'était mué en domination et c'était une chose que la famille royale ne pouvait se permettre. J'ai appris par la suite que William et Anne avaient eu une réunion privée le soir même. Non pas pour attaquer Camilla mais pour réévaluer l'avenir de la monarchie. La question qui préoccupait toute la famille était simple: lorsqu'un conjoint éclipse le rôle symbolique du monarque, combien de temps le public continuera-t-il à croire en la continuité sacrée de la couronne? Et surtout, combien de temps le monarque lui-même restera-t-il au centre de l'institution? Le festival n'était pas un scandale au sens classique du terme, mais il est devenu un symbole. La preuve tangible de tout ce qui se tramait en coulisses depuis des mois. Ce dont j'ai été témoin n'était pas une simple cérémonie mais un tournant décisif. La monarchie jadis si rigide dans la répartition des rôles a commencé à s'effriter sous l'effet d'un transfert de pouvoir à la fois discret et déterminé. C'est le genre de scène que l'histoire n'oublie pas car elle est plus éloquente que tous les mots. Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi en voiture à travers un Londres silencieux, une question me taraudait: était-ce l'intention de Camilla ou le système lui-même l'avait-il poussée à cette situation parce qu'on lui laissait de l'espace? Je n'avais pas encore la réponse. Mais je sentais que cette question trouverait bientôt une réponse, et que cette réponse coûterait plus cher que quiconque aurait pu l'imaginer. Les jours qui suivirent la fête du souvenir me donnèrent l'impression d'être tombé sur une pièce dont le scénario était écrit depuis longtemps, mais dont les acteurs prenaient seulement conscience que leur rôle approchait inexorablement de leur point culminant. Je le sentais dans chaque conversation surprise, dans chaque changement de ton, chez les membres du personnel, dans chaque regard qui s'attardait trop longtemps quand le nom de Camilla était mentionné. Il y avait quelque chose d'invisible et d'intangible, une tension palpable comme une pression dans les côtes. La conscience silencieuse que la situation n'était plus tenable, que la monarchie devait se corriger à tout prix. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle l'atmosphère au sein du palais a changé. Comme si chacun avait soudain réalisé que les limites internes longtemps laissées à l'abandon devaient être resserrées. L'équilibre entre soutien et contrôle, entre service et influence était complètement rompu. Et ce déséquilibre est devenu palpable cette semaine-là. Pour la première fois depuis des mois, on ne parlait plus à voix basse derrière des portes closes, mais ouvertement au sein des équipes, sans que personne n'ose le dire à haute voix, nous avions franchi une limite. Lorsque Charles informa ses plus proches conseillers le lendemain matin du festival qu'il avait besoin de temps pour y voir plus clair, je sus que quelque chose d'inhabituel allait se produire. Le roi ne convoque de telles réunions que lorsque la réalité est devenue trop trouble pour être ignorée. Je le vis à son attitude moins détendue, plus tendue. Comme si un homme préparé toute sa vie à ce devoir prenait enfin conscience de son poids. Ce n'était pas de la colère, c'était de la résignation. Lors de cette réunion cruciale à Windsor, j'ai vu la tension palpable entre loyauté et responsabilité. La princesse Anne, assise droite, les mains jointes, le visage calme mais déterminé comme toujours lorsqu'elle sentait qu'un principe était en jeu, était au cœur de l'intrigue. William, à ses côtés, avait le regard grave comme s'il pesait chaque mot. Cette réunion, qui ne serait jamais divulguée à la presse, sans ordre du jour ni cadre formel, abordait simplement l'essence même de ce qui anime une monarchie, la question de savoir à qui l'on peut encore faire confiance lorsque le cercle restreint commence à se transformer. Je me souviens encore très bien du moment où le rapport des collections royales a été examiné. Le conservateur, visiblement tendu, expliqua comment le parcours inhabituel de l'objet disparu s'était produit en dehors de l'équipe habituelle par le biais d'un organisme extérieur à l'initiative de la reine. Il parlait avec prudence comme s'il craignait d'en dire trop, mais dans cette prudence même, je percevais la gravité de la situation. Non pas parce que quelque chose avait été volé ou détruit, mais parce que la procédure, le cœur même de la machine monarchique, avait été délibérément contournée. Pour Charles, ce fut le tournant. Il fixa longuement le dossier sans élever la voix. À vrai dire, ce moment avait quelque chose de sacré. Comme si un siècle de tradition planait dans ce silence attendant sa décision. Le pouvoir ne s'exprime pas toujours bruyamment. Parfois, il est le plus puissant dans le silence. Ce qui m'a encore plus touché, c'est la façon dont Camilla est entrée dans la pièce cet après-midi-là lorsqu'on lui a demandé de s'expliquer.
Elle était calme, digne, vêtue de vert foncé, une couleur souvent choisie pour projeter une image de force. Elle semblait préparée, mais sous cette apparente sérénité, j'ai perçu une certaine fragilité. Peut-être savait-elle déjà comment cela allait se terminer. Peut-être sentait-elle que la pièce ne lui appartenait plus, mais à ceux qui devaient désormais prendre les rênes. Lorsqu'elle expliqua vouloir agir pour protéger la monarchie de la honte publique, je perçus sa sincérité. Mais je compris aussi à quel point elle avait empiété sur des domaines jamais destinés à la reine. Ses paroles oscillaient entre la défense et l'appel au secours, comme si elle croyait que tout ce qu'elle avait fait découlait d'un sens du devoir. Et peut-être était-ce vrai, mais un devoir sans limite devient dangereux, surtout au sein d'une institution qui repose sur un seul et unique point central, la monarque elle-même. L'échange entre elle, Anne et William n'était pas hostile, mais empreint d'années de frustration inavouée. William parla doucement mais fermement de confiance. Anne parla de limites et de dévouement. Et je sentis que personne ne souhaitait vraiment avoir raison. Il ne s'agissait pas de culpabilité ni de punition, mais de quelque chose de bien plus fondamental, rétablir l'ordre symbolique. Quand Camilla se tut enfin, elle regarda le roi d'un air mêlé d'amour et de déception. Non pas de déception envers lui, mais envers la situation, le système qu'elle avait contribué à soutenir jusque-là se retournait désormais contre elle. Et lorsqu'elle se leva et quitta la pièce sans dire un mot de trop, je compris que c'était le début d'une décision irrévocable. Ce soir-là, Charles et William délibérèrent à nouveau, brièvement selon des sources proches du dossier. William décrira plus tard cette décision non comme un triomphe, mais comme une responsabilité que personne ne souhaitait assumer. Et lorsque le roi déclara « Cela doit venir de nous deux », je sus que la monarchie avait changé de cap. Les jours suivants furent empreints de silence, mais cette fois ce silence était différent de celui du début. Ce silence n'était pas un prélude, mais une conséquence. Un silence qui accompagne un changement trop profond pour être exprimé avec des mots. En parcourant les couloirs de Windsor, je remarquai que le personnel se comportait différemment, comme si chacun pressentait qu'un changement irréversible s'était produit. Je me suis demandé, les choses auraient-elles pu se terminer autrement si quelqu'un était intervenu plus tôt, ou était-ce précisément le prix à payer pour protéger l'institution ? Lorsque le communiqué conjoint a été publié à 18h05 le 12 novembre, j'ai eu l'impression que l'atmosphère à Londres s'était comme suspendue un instant. Moins de 100 mots, maîtrisés, impeccables, dépourvus de toute nuance émotionnelle, mais j'ai immédiatement compris que c'était le moment où la monarchie se rachetait en sacrifiant une figure emblématique. Sa Majesté la Reine Consort se retirera de ses fonctions publiques. C'était aussi simple que cela. Mais derrière cette simplicité se cachait une décision qui mûrissait discrètement depuis des semaines, voire des années. À la lecture de ces mots, je n'ai ressenti ni soulagement ni enthousiasme, mais un calme presque pesant. Comme si l'orage avait enfin éclaté, mais que le vent s'était déjà calmé avant même qu'on l'ait vraiment entendu. Ce qui m'a le plus frappé ce soir-là, c'est la rapidité avec laquelle tout a basculé. Clarence House, qui avait été pendant des mois le centre névralgique de l'influence discrète de Camilla, fut réorganisé en quelques heures. Les attachés de presse furent redéployés, les armoires à dossiers déplacés, les dossiers transférés au bureau du roi. On avait l'impression que toute trace d'une cour parallèle était effacée avant même que quiconque puisse poser des questions, comme si même les ombres n'avaient plus le droit de s'attarder. À l'intérieur du palais, personne n'évoqua la décision à voix haute. Non pas qu'on l'ignorât, mais parce que son poids semblait presque sacré. Camilla elle-même garda le silence. Elle ne se montra pas, ne parla pas, n'offrit aucune explication. Son silence devint à la fois un bouclier et une arme. Seule sa plus proche collaboratrice se souvint plus tard qu'elle était restée longtemps ce soir-là, à sa fenêtre, à regarder la pluie tambouriner doucement contre la vitre, et qu'elle avait murmuré « Ils ont réécrit mon rôle et je dois sourire comme si c'était un cadeau. » Ce dont j'ai été témoin les jours suivants n'était pas un chaos manifeste, mais une réorganisation savamment orchestrée. La monarchie est une institution qui repose sur la continuité. Et la continuité ne peut prospérer dans le chaos. C'est pourquoi tout fut soigneusement présenté sous l'angle du service de la transparence et de la réforme. La princesse Anne prit temporairement en charge la gestion du patrimoine et des affaires protocolaires, comme si cela avait toujours été prévu. L'agenda de Catherine s'élargit subtilement mais significativement. Et William, peut-être le seul à avoir saisi toute la gravité de la transition, resta fidèle à son devoir public, mais son regard trahissait qu'il savait que ce n'était pas la fin, mais simplement le début d'une nouvelle ère. Pourtant, je voyais bien que même cette stabilité si patiemment recherchée avait un prix. Charles, qui de la vie générale aurait été un roi calme et rassembleur, paraissait plus fatigué que jamais. Sa détermination fut saluée par beaucoup, mais en coulisses, il devint évident à quel point ce choix le pesait. Toute sa vie, il avait cherché à instaurer l'équilibre, non la rupture. Et maintenant, il était l'artisan d'une décision qui ne pouvait rétablir cet équilibre qu'en créant une séparation. Non pas physique, mais symbolique. Une séparation peut-être la plus douloureuse qui soit. Pendant ce temps, Camilla se retira à Remile House, son refuge privé loin des résidences officielles.
Aux yeux du monde extérieur, cela ressemblait à une retraite digne. Pour ceux qui y regardaient de plus près, cela ressemblait à une forme d'exil paisible. Elle promenait ses chiens dans le jardin, évitait les apparitions publiques et s'adonnait à de petites activités intimes comme si elle tentait de reconstruire sa vie sans les rôles qu'elle avait autrefois tenus. Ce qui me frappait, c'était la rapidité avec laquelle le monde attendait d'elle qu'elle s'adapte alors que le système qui la corrigeait désormais avait lui-même permis à son influence de croître de façon si considérable. Alors que la monarchie semblait enfin retrouver son calme, une question me hantait. Camilla était-elle devenue une menace ou simplement le symptôme d'une dynastie aux prises avec ses propres contradictions depuis quelque temps? La vérité était plus douloureuse que n'importe quelle réponse. Elle était les deux à la fois et ni l'un ni l'autre. Elle était une femme qui avait passé des années à tenter de remplir son rôle au sein d'une institution qui ne lui imposait aucune limite claire. Une épouse devenue trop visible, trop influente, trop indispensable, jusqu'à ce que l'institution elle-même décide qu'elle était devenue de trop. Mais ce qui me préoccupait encore davantage, c'était l'impact sur l'avenir. La monarchie avait une fois de plus démontré sa plus grande force et sa plus grande faiblesse, sa capacité à se protéger en intervenant au moment opportun, quitte à se retirer, à repousser ou à réduire au silence certains. Franchement, je me demandais quel en serait le prix. Car chaque fois que l'institution se sauve, elle guérit extérieurement, mais laisse de nouvelles cicatrices intérieures. Des cicatrices qui parfois ne deviennent visibles que des générations plus tard. En parcourant Londres cette semaine-là, passant devant Buckingham Palace, où le drapeau flottait mollement dans le vent de novembre, je me demandais comment cet épisode serait perçu. Non pas comme un scandale, non pas comme une explosion, mais comme une restructuration silencieuse du pouvoir. L'histoire n'aime pas les cris, elle conserve les murmures, et c'était l'un de ces murmures qui allait façonner l'avenir. Ce que le roi Guillaume et Anne avaient accompli, c'était restaurer la monarchie dans sa forme traditionnelle. Mais ils ont perdu ce faisant une femme qui, quoi qu'on en dise, avait contribué à perpétuer cette forme. La question que je me suis posée et que je me pose encore est simple. La famille royale a-t-elle évité une crise ou en a-t-elle créé une nouvelle qui continue de couver sous la surface? Dans le silence qui s'est abattu sur le paysage royal, je ne trouve aucune réponse. Seulement une nouvelle complexité. Seulement la certitude que rien au sein d'une dynastie ne disparaît jamais complètement. Tout évolue, se transforme, se réorganise. Et c'est peut-être là l'aspect le plus humain d'une institution qui aime se présenter comme